Lyon, début du XIXe siècle. Sur la colline de la Croix-Rousse, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans un vacarme permanent. Le son résonne partout, piston-claque, pan, piston-claque, panne. Ce bruit, c'est celui des métiers à tisser qui fonctionnent sans arrêt, du matin jusqu'au soir. Ces travailleurs produisent la soie la plus fine d'Europe, celle que portent les aristocrates et les bourgeois du continent entier. On les appelle les canuts. Le mot vient peut-être de canette, la bobine sur laquelle on enroule le fil de soie, ou alors de canne nue, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'attacher des rubans à leurs cannes comme les riches. Le travail de la soie à Lyon remonte à 1536, quand François Ier a accordé des privilèges à la ville pour créer une manufacture. Pendant des siècles, l'organisation reste la même. Au sommet, on trouve environ 400 négociants banquiers qu'on appelle les soyeux ou les fabricants. Ce sont eux qui possèdent l'argent, qui passent les commandes et qui vendent les tissus. En dessous, il y a environ 8000 maîtres artisans, les chefs d'atelier, qui possèdent leur propre métier à tisser. Et tout en bas, il y a les compagnons, environ 30 000 personnes qui travaillent pour les chefs d'atelier. Les soyeux fournissent la soie brute aux chefs d'atelier, qui la transforment en tissu avec l'aide de leurs compagnons, puis rendent le produit fini aux soyeux. Ces derniers paient à la pièce, selon un tarif qu'ils fixent eux-mêmes. En 1801, un inventeur lyonnais nommé Joseph-Marie Jacquard révolutionne tout. Il crée un nouveau métier à tisser programmable avec des cartes perforées. Cette machine fait 4 mètres de haut. Impossible de l'installer dans les vieux quartiers de Lyon où les plafonds sont trop bas. La Croix-Rousse devient alors le nouveau centre de la soie. C'est une commune indépendante à l'époque, pas encore rattachée à Lyon. On construit des immeubles spéciaux avec des plafonds très hauts, renforcés par des poutres en chêne, et de grandes fenêtres pour avoir un maximum de lumière naturelle. Les loyers sont moins chers qu'à Lyon et il n'y a pas d'octroi, cette taxe qu'on payait pour entrer en ville avec des marchandises. Le métier jacquard change la productivité. Avant, il fallait plusieurs personnes pour actionner un métier complexe. Maintenant, un seul ouvrier peut faire le travail. Mais cette révolution technique a un prix. Les soyeux comprennent vite qu'ils peuvent produire plus avec moins de monde. Le tarif payé aux canuts commence à baisser. Sous l'Empire napoléonien, un canut gagne entre 4 et 6 francs par jour. En 1831, ce salaire est tombé à 18 sous, soit moins de 1 franc, pour 15 heures de travail quotidien. Même quand la demande de soierie est forte, les salaires continuent de chuter. Les canuts ne ressemblent pas aux autres ouvriers de leur époque. Ce ne sont pas des prolétaires au sens où on l'entendra plus tard. Les chefs d'atelier possèdent leurs outils de travail. Certains font même marcher 4, 6 ou 8 métiers. Ils se considèrent comme des artisans, pas comme des employés. Les enfants vont à l'école, apprennent à lire, à écrire et à compter. C'est rare dans les milieux populaires de l'époque. Cette éducation, même sommaire, crée une différence fondamentale. Les canuts lisent, discutent, débattent. Ils ont conscience de leur savoir-faire et de leur place dans l'économie. Le soir, après le travail, ils ne restent pas enfermés chez eux. Ils vont au cabaret, au théâtre du Père Coquillat rue Diderot, où on joue des pièces à épisodes. Ils se retrouvent dans les clos pour jouer aux boules lyonnaises. La vogue de la Croix-Rousse, cette grande fête d'automne créée en 1846, devient une tradition où les familles dégustent du vin blanc doux et des marrons chauds. Mais surtout, ils passent des heures dans les cafés. C'est là que circule l'information, qu'on se renseigne sur les pratiques des négociants, qu'on joue au billard. Les idées républicaines trouvent un terrain fertile chez ces hommes éduqués qui fabriquent un produit noble mais vivent dans la misère. Cette vie de travail laisse des traces sur les corps. Un médecin lyonnais, Jean-Baptiste Montfalcon, décrit les canuts en 1834 avec un détail clinique. Teint pâle, membres grêles, chair molle, stature en dessous de la moyenne. Les tisseurs manquent de proportions, leurs membres inférieurs sont souvent déformés. Quand ils mettent un habit le dimanche, on les reconnaît quand même à leur démarche incertaine et au développement irrégulier de leur corps. En 1811, sous Napoléon, les canuts avaient réussi à arracher un tarif minimum pour le travail de façonnage des tissus. C'était une victoire importante. Mais après la chute de l'Empire et sous la Restauration, ce tarif disparaît progressivement. En 1826,
En pleine période réactionnaire sous Charles X, les canuts créent leur propre société de secours mutuelle. C'est l'embryon de ce qui deviendra plus tard la sécurité sociale. Les travailleurs cotisent et s'entraident en cas de maladie ou de chômage. La crise économique de 1827 à 1828 frappe dur. On appelle ça le chaume. Des milliers de canuts se retrouvent sans travail. Ceux qui travaillent encore voient leurs revenus s'effondrer. La misère s'installe partout sur la colline. Les sociétés de bienfaisance distribuent de l'aide pendant les périodes creuses, mais coupent les secours dès que l'activité reprend, estimant que les ouvriers peuvent et donc doivent travailler. En juin 1828, des chefs d'atelier créent le Devoir mutuel, une organisation mutualiste qui va jouer un rôle central dans les événements à venir. Cette société devient un réseau de solidarité et d'organisation. Les canuts discutent, se coordonnent, défendent leurs intérêts collectifs. Ce n'est pas encore un syndicat au sens moderne, mais ça y ressemble déjà. Juillet 1830, la Révolution des Trois Glorieuses chasse Charles X et installe Louis-Philippe sur le trône. C'est la monarchie de Juillet. Le nouveau roi se présente comme le roi citoyen, l'ami du peuple. Les canuts, comme beaucoup de Français, espèrent que cette révolution va apporter des changements. Ils se trompent. Louis-Philippe est le roi de la bourgeoisie, pas celui des ouvriers. À l'automne 1831, la conjoncture économique s'améliore un peu. La demande de soieries au repart. Mais les salaires, eux, ne remontent pas. Les canuts décident d'agir. Le 18 octobre 1831, les chefs d'atelier demandent au préfet du Rhône, un certain Bouvier du Mollard, de réinstaurer le tarif minimum de 1811. Le 25 octobre, une réunion se tient à la préfecture, place des Jacobins. Des représentants des canuts et des fabricants se font face. Le préfet, inquiet de voir la situation sociale exploser, presse les fabricants d'accepter un compromis. Après des heures de négociation, un tarif minimum est adopté. Les canuts exultent. Le 30 octobre 1831, un événement majeur se produit. Un groupe de canuts lance le premier numéro d'un journal hebdomadaire, L'Écho de la Fabrique. C'est le premier journal ouvrier durable publié en France. 8 pages sur 2 colonnes, imprimées chaque semaine. Le premier rédacteur en chef s'appelle Antoine Vidal, un instituteur protestant de 35 ans, surnommé le Béranger lyonnais. Marius Chasting, un autre rédacteur important, définit ainsi le journal « C'est un bouclier pour se défendre, un javelot pour attaquer, un miroir qui réfléchit les opinions, une arène qui leur ouvre un champ libre. » Dans ce journal, les canuts discutent du mutualisme, des idées saint-simoniennes, fouriéristes et républicaines. Ils publient des poèmes, des chansons, des analyses économiques, des témoignages sur leurs conditions de vie. Ils débattent de l'association industrielle et de l'enseignement mutuel. Ce journal va forger une conscience de classe. Mais l'euphorie dure peu. Les fabricants, furieux d'avoir été forcés d'accepter un tarif, font jouer leurs relations à Paris. Le ministre du Commerce rappelle à l'ordre le préfet. Le 1er novembre, Bouvier du Mollard se rétracte. Le tarif n'est pas appliqué. De nombreux soyeux refusent tout simplement de le respecter, prétextant la concurrence internationale et les contraintes du marché. La colère monte. Le 25 octobre, 6000 canuts manifestent dans les rues de la Croix-Rousse. Mais les compagnons et les apprentis veulent aller plus loin que leur chef d'atelier. Ils parlent de grève générale. Le 19 novembre 1831, la tension atteint son comble. Au cœur de la Croix-Rousse, les canuts se rassemblent. La garde nationale prend position. Des coups de feu éclatent. On ne sait pas qui a tiré le premier. Des corps tombent. La révolte commence. Le 21 novembre au matin, les canuts descendent de leur colline. Ils portent un drapeau noir où ils ont brodé leur devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Cette phrase va entrer dans l'histoire. Le noir, c'est la couleur du deuil, mais aussi celle du refus. Des années plus tard, les anarchistes reprendront ce drapeau noir comme symbole. Les canuts ne sont pas seuls. D'autres ouvriers lyonnais les rejoignent, et surtout, une partie de la garde nationale passe de leur côté. Il faut comprendre ce que ça signifie. La garde nationale, c'est une milice de citoyens volontaires. À l'époque, seuls ceux qui paient un certain niveau d'impôt peuvent en faire partie. Parmi les gardes nationaux, il y a des chefs d'atelier qui possèdent leur métier, donc qui ont un certain statut.
Ces hommes se sentent plus proches des Canuts que des Soyeux. Environ 900 gardes lyonnais changent de camp et rejoignent les insurgés. Les combats sont violents. Les Canuts affrontent les forces de l'ordre dans les rues étroites. Ils connaissent le terrain, se déplacent par les traboules, ces passages secrets qui traversent les immeubles. Le général Roguet, commandant militaire de Lyon, dispose de forces réduites. 3 bataillons du 66e de ligne, un bataillon du 13e de ligne, un escadron du 12e dragon et 2 compagnies du génie. Pas assez pour tenir une ville qui bascule. Le 22 novembre, les Canuts contrôlent la Croix-Rousse et la Guillotière. Ils prennent la caserne du Bon Pasteur. Les armureries sont pillées, mais de manière organisée. Les insurgés distribuent les armes selon un système réfléchi. Plusieurs corps de garde sont attaqués et incendiés. Les forces de l'ordre battent en retraite. Les autorités évacuent la ville. On compte environ 600 victimes dans les combats, 100 morts et 263 blessés côté militaire, 69 morts et 140 blessés côté civil. Le 23 novembre, les Canuts occupent l'hôtel de ville. Un certain Lacombe prend la tête d'une commission hétéroclite. Il tente de s'organiser, rédige un appel aux Lyonnais. La deuxième ville de France est désormais aux mains des ouvriers. Pendant ces journées, un fait remarquable se produit. Il n'y a pratiquement pas de pillage. Les insurgés interdisent strictement de voler ou de piller. Ils maintiennent la discipline. Ce ne sont pas des émeutiers sans but. Ce sont des travailleurs organisés qui défendent des revendications précises. Mais très vite, les divisions apparaissent. Certains veulent seulement obtenir le tarif et reprendre le travail. D'autres, influencés par les idées républicaines, veulent élargir le mouvement vers des revendications politiques. Le préfet entre en contact avec Lacombe pour négocier. Ce dernier renonce. Le 24 novembre, un ouvrier nommé Buisson reprend le contrôle de l'hôtel de ville avec un groupe plus déterminé. Ils forment un état-major provisoire que l'adjoint au maire et le préfet acceptent de reconnaître. Les autorités promettent la révision du tarif. C'est suffisant pour calmer les insurgés. Le 28 novembre, les Canuts reprennent progressivement le travail. Le 29, l'état-major démissionne. Pendant ce temps, Paris réagit. Louis-Philippe, à peine installé sur son trône depuis 1 an, ne peut pas tolérer qu'une ville entière échappe au contrôle de l'État. Il envoie son fils, le duc d'Orléans, et le maréchal Soult avec 20 000 soldats. Les troupes convergent vers Lyon de tous côtés. Le 3 décembre, l'armée entre dans la ville. Elle occupe tous les points stratégiques. Le 5 décembre, les Canuts, épuisés et sans illusion sur leur capacité à tenir face à une telle force, ne résistent pas. Les troupes peuvent prendre position sans effusion de sang. La garde nationale est immédiatement désarmée et dissoute. Le préfet, jugé trop conciliant pour avoir accepté le tarif, est révoqué. Et ce tarif si durement obtenu, il est abrogé. 90 ouvriers sont arrêtés. Mais au procès en 1832, un verdict surprenant tombe. Tous sont acquittés. Les jurés, conscients des difficultés économiques et de la misère des Canuts, refusent de les condamner. C'est une petite victoire morale, mais qui ne change rien au fond du problème. Les Canuts se retrouvent dans la même situation qu'avant, peut-être même pire. Le gouvernement a montré qu'il n'hésiterait pas à envoyer l'armée pour écraser toute révolte. Pourtant, cette révolte a un retentissement énorme. Dans toute l'Europe, on parle des journées de novembre. Le journaliste Saint-Marc Girardin écrit dans le journal des débats du 8 décembre 1831 une phrase qui va rester. « Aujourd'hui, les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. » Cette phrase révèle la peur de la bourgeoisie. Pour la première fois, une classe ouvrière organisée a pris le contrôle d'une grande ville, même brièvement. Karl Marx, qui n'a alors que 13 ans, étudiera plus tard les événements de Lyon. Les saint-simoniens, les fouriéristes, tous les penseurs du socialisme naissant s'intéressent à ce qui s'est passé. Les Canuts ont montré qu'une organisation collective pouvait tenir tête au pouvoir. Ils ont créé un journal qui donne la parole aux travailleurs. Ils ont géré une ville pendant plusieurs jours sans chaos. C'est une première dans l'histoire du mouvement ouvrier. L'écho de la fabrique continue de paraître. Chaque semaine, les 8 pages du journal apportent des nouvelles, des analyses, des débats. En juin 1833, Eugénie Niboyet, une ancienne saint-simonienne, crée Le Conseiller des femmes, un journal féministe.
L'écho de la fabrique reproduit plusieurs de ses articles sur la condition des travailleuses. C'est révolutionnaire pour l'époque. Les organisations ouvrières traditionnelles sont exclusivement masculines, mais ces journaux suggèrent que la classe ouvrière doit inclure les deux sexes. Le 26 novembre 1831, des compagnons croix-roussiens créent la Société des ferrandiniers. Ils ont leurs propres intérêts à défendre, différents de ceux des chefs d'atelier. En juin 1828, des Saint-Simoniens avaient créé l'église saint-simonienne à Lyon. Leurs idées circulent dans la presse ouvrière lyonnaise. Le mutualisme se développe, prônant la solidarité et la place essentielle de l'homme au cœur de l'économie. Entre 1832 et 1834, Lyon vit dans une tension permanente. Le gouvernement de Louis-Philippe construit des forts autour de la ville, le fort Saint-Irénée, le fort Lamotte. Officiellement, ces fortifications protègent contre les ennemis extérieurs, les Sardes ou les Autrichiens. Mais tout le monde comprend qu'elles sont surtout dirigées contre les Canuts. On veut pouvoir contrôler militairement la colline de la Croix-Rousse. Les conditions de vie des ouvriers ne s'améliorent pas. Les fabricants continuent de fixer des tarifs très bas. La concurrence entre les Canuts eux-mêmes permet aux soyeux de toujours trouver quelqu'un prêt à accepter moins. Le mutualisme se développe comme réponse. Les Canuts rêvent d'une organisation où ils pourraient s'associer, mutualiser leurs ressources, peut-être même se passer des soyeux. En février 1834, un conflit éclate. Suite à un litige, les mutualistes votent la grève. Le 14 février, 25 000 métiers arrêtent de battre. C'est la première grève générale du mouvement ouvrier français. Le silence remplace le vacarme habituel. Plus de bistan-claquements dans les rues de la Croix-Rousse. La grève dure 8 jours. 60 000 ouvriers et ouvrières des soieries cessent le travail. Les fabricants tiennent bon. Les grévistes, sans ressources, doivent reprendre le travail sans avoir rien obtenu. Le gouvernement décide qu'il faut en finir. En mars 1834, le député-maire de Lyon, Prunelle, vote à l'Assemblée une loi interdisant les associations revendicatives ouvrières. C'est un coup direct contre le mouvement mutualiste. Le ministre de la Justice, Félix Barthe, pilote une loi répressive sur les associations. L'objectif est clair, briser définitivement l'opposition républicaine et ouvrière. Des ouvriers accusés de coalition et d'avoir déclenché la grève de février doivent être jugés le 5 avril au palais de justice, place Saint-Jean. La tension est à son maximum. Les associations ouvrières, réunies dans un comité d'ensemble, se coordonnent. Elles adoptent le mot d'ordre « association », « résistance », « courage ». Elles menacent d'une nouvelle grève générale. L'audience du 5 avril est si houleuse qu'elle doit être reportée au 9 avril. Le 9 avril 1834 au matin, des milliers d'artisans descendent vers le palais de justice. La foule est énorme, déterminée. Des meneurs édictent des ordres du jour qu'ils datent du 22 germinal en 42 de la République, utilisant le calendrier révolutionnaire. C'est un geste hautement symbolique. L'armée, dirigée par le lieutenant-général Aymar, occupe la ville et les ponts. Depuis 1831, les autorités se sont préparées. Cette fois, elles ont beaucoup de troupes. À l'entrée de la rue Saint-Jean, une première barricade s'élève. La foule presse. Dans une bousculade, l'armée tire sur la foule désarmée. C'est peut-être une provocation policière, peut-être un accident. Peu importe. Les coups de feu claquent, des gens tombent, la fureur explose, l'insurrection se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures, Lyon se couvre de barricades. Les rues de la presqu'île entre Rhône et Saône se transforment en champs de bataille. Les insurgés prennent d'assaut la caserne du Bon Pasteur, qui devient leur quartier général. Ils s'emparent aussi de la caserne de Saint-Irénée. Les quartiers ouvriers se barricadent, deviennent de véritables camps retranchés. La Croix-Rousse, la Guillotière, Saint-Just, tout s'embrase. Le ministre de l'Intérieur, Adolphe Thiers, vient d'être nommé 5 jours plus tôt. À 36 ans, cet ancien journaliste va montrer une férocité que même le président du Conseil, Casimir Périer, n'avait pas osé en 1831. Thiers applique une tactique qu'il réutilisera 37 ans plus tard contre la Commune de Paris. Abandonner la ville aux insurgés, l'encercler, puis la reprendre méthodiquement. Il donne des instructions claires aux forces de l'ordre. Laissez tirer les premiers coups, mais, quand vous les aurez reçus, agissez sans ménagement. Les 9 et 10 avril, la révolte paraît progresser.
Les combats s'étendent. Les insurgés manquent de prendre la préfecture place des Jacobins. L'armée dégage le passage de Largue au canon à mitraille. Elle fait sauter une maison-place de l'hôpital. Le 10 avril, les insurgés tiennent plusieurs secteurs séparés par les forces armées. La rive droite de la Saône, le centre-ville avec la place des Cordeliers, les pentes de la Croix-Rousse et le faubourg. L'insurrection s'étend à Saint-Just, où les insurgés s'emparent du télégraphe. Mais les insurgés manquent d'armes. Ils n'ont pas de commandement unique. Les zones tenues sont isolées les unes des autres par un cordon de troupes. Face à eux, le lieutenant-général Aymar dispose de forces considérables. La partie est jouée d'avance. Le 11 avril, Thiers ordonne l'offensive générale. L'armée ne fait pas de quartier. Elle tire au fusil, au canon. Les soldats avancent méthodiquement, reprenant quartier après quartier. Le 12 avril, le préfet Gasparin demande un cessez-le-feu. C'est un leurre. Dès que les insurgés relâchent leur vigilance, l'armée reprend son offensive. Le 12 avril, 3 colonnes de militaires attaquent la Guillotière. Le quartier tombe rapidement. Les Cordeliers suivent, puis Saint-Just et Fourvière. Seule la Croix-Rousse résiste encore. La colline, symbole de la révolte des Canuts, tient bon. Le 13 avril, pendant qu'une tentative d'insurrection solidaire est violemment réprimée à Paris, les combats reprennent à Lyon. Le 14 avril, l'armée lance sa 3e attaque contre la Croix-Rousse. Cette fois, c'est la bonne. Les défenseurs, épuisés, à court de munitions, ne peuvent plus tenir. L'armée prend la colline, tuant de nombreux ouvriers. Saint-Polycarpe tombe à son tour. Le 15 avril, tout est fini. Le bilan est terrifiant. Les pertes militaires s'élèvent à 131 morts, tués au combat ou blessés mortellement, et 192 blessés. Du côté des civils, on compte 190 morts, mais ce chiffre inclut aussi bien les insurgés que les civils tués sans armes. On relève 122 blessés civils au 28 avril, dont 31 décédent par la suite. Le total réel des blessés du côté des insurgés est certainement plus élevé. Certaines sources parlent de 300 à 600 morts au total. Pendant 6 jours, l'armée a tiré 269 000 coups de fusil et 1729 coups de canon sur la ville. Cette répression est qualifiée de « sanglante semaine ». Le nom reste. C'est la répétition de 1831, en bien pire. Cette fois, le gouvernement n'a montré aucune pitié. Thiers a voulu faire un exemple. La bourgeoisie française est rassurée. Le pouvoir a prouvé sa détermination à protéger l'ordre social contre les barbares des faubourgs. Plus de 500 arrestations ont lieu. En mars 1835, 52 Lyonnais sont transférés à Paris et détenus à la conciergerie. En mai 1835 s'ouvre un procès monstre. 10 000 insurgés faits prisonniers sont jugés. Les condamnations sont sévères. Déportation, lourde peine de prison. Un ouvrier nommé Charles Lagrange fait partie des condamnés. Les détenus seront amnistiés en mai 1837 à l'occasion du mariage du duc d'Orléans. Mais 2 ans de prison ou de déportation, c'est déjà beaucoup. En septembre 1835, une loi draconienne contre la presse est votée. L'écho de la fabrique cesse de paraître en mai 1834, juste après la révolte. La voix des Canuts est étouffée. Sans association, sans journaux, la contestation semble écrasée. La révolte de 1834 est nettement plus politisée que celle de 1831. La première était essentiellement économique. Les Canuts voulaient un tarif minimum pour survivre. La seconde mêle revendications ouvrières et aspirations républicaines. Les républicains lyonnais sont groupés dans la Société des droits de l'homme et du citoyen, une organisation nationale présidée par Godefroy Cavaignac. À Lyon, elle est dirigée par Eugène Beaune, professeur à l'école spéciale de commerce, assisté d'Antide Martin, un clerc d'avoué. La Glaneuse, dirigée par le jeune avocat Michel-Ange Perrier, est le principal journal républicain. En 1834, on assiste à la jonction entre militants ouvriers et militants républicains. 1 millier d'ouvriers ont tenu tête à une garnison 10 fois plus nombreuse pendant 6 jours. C'est remarquable. Les insurgés ont montré une discipline, une organisation, un courage exceptionnel. Ils ont construit des barricades, organisé la défense de quartiers entiers, géré des camps retranchés. Ce ne sont plus des émeutiers désordonnés, ce sont des combattants organisés. Pour le roi Louis-Philippe, la leçon est claire. Il faut soutenir les fabricants lyonnais,
relancer l'activité. Il passe une commande d'État pour donner de l'oxygène au chef d'atelier. Le duc d'Aumale visite la soierie lyonnaise. Un tableau commémoratif est commandé. On y voit le duc, le maire de la Croix-Rousse Joseph Cabias, le préfet Jaïr et le commandant militaire de Lyon, le général Aymar. Dans le décor d'un atelier, un compagnon travaille sur un métier à tisser. Les représentants de la Chambre de commerce et des prud'hommes présentent au duc une composition de soierie représentant Jacquard. Le chef d'atelier se tient modestement en retrait. L'image est claire. L'ordre social doit être respecté. Les fabricants tirent leurs propres conclusions. Ils créent des manufactures en dehors de Lyon, comme celle de Jujurieux dans l'Aïn, fondée par le soyeux Claude-Joseph Bonnet. Ils développent le travail à domicile dans les campagnes. Disperser la production, c'est réduire le risque de révolte massive. À partir de 1850, les métiers mécaniques inventés par Edmond Cartwright remplacent progressivement les métiers à bras. La machine à vapeur permet de regrouper les métiers en usine. Le monde des canuts, ce monde d'artisans possédant leurs outils, commence à disparaître. Les révoltes des canuts installent la peur dans l'opinion bourgeoise et conservatrice. La société française a désormais peur de la classe ouvrière en train de naître. On construit des fortifications autour de Lyon, officiellement pour défendre la ville, mais tout le monde sait contre qui. En juin 1848, une nouvelle agitation secoue Lyon, contemporaine des journées de juin parisiennes. Cette fois, ça ne tourne pas à l'insurrection. En mai 1849, une insurrection très politique éclate par solidarité avec les républicains italiens. Louis-Napoléon Bonaparte a envoyé une expédition contre la République romaine de Mazzini et Garibaldi. Les Lyonnais se soulèvent en protestation. L'armée écrase la révolte à la Croix-Rousse et à la Guillotière. Les révoltes des canuts marquent un tournant dans l'histoire sociale. Elles prouvent que les ouvriers peuvent s'organiser, tenir tête au pouvoir, contrôler une ville. L'idée fait son chemin dans toute l'Europe. En Angleterre, le mouvement chartiste s'inspire de l'expérience lyonnaise. En Allemagne, les penseurs socialistes étudient ce qui s'est passé. Karl Marx lui-même analyse ces événements dans ses écrits sur la lutte des classes. Le drapeau noir, avec sa devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant » devient un symbole. Les anarchistes du monde entier l'adopteront. Cette phrase résume parfaitement la condition ouvrière du XIXe siècle. Travailler jusqu'à l'épuisement pour à peine survivre, ou se battre et risquer la mort. C'est le choix qu'on impose aux canuts. Les canuts ont inventé des formes d'organisation qui vont influencer tout le mouvement ouvrier. Le mutualisme développé à Lyon annonce les coopératives. L'idée d'une association de producteurs qui s'affranchit des capitalistes va nourrir les réflexions socialistes pendant des décennies. Proudhon, qui connaît bien Lyon, développe ses théories en s'inspirant de ce qu'il a vu sur la colline de la Croix-Rousse. L'Écho de la Fabrique reste une référence. C'est le premier journal réellement ouvrier qui dure dans le temps et qui donne une voix autonome aux travailleurs. Avant, les journaux soit ignoraient les ouvriers, soit parlaient d'eux. Là, pour la première fois, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui parlent, qui écrivent, qui analysent leur situation. Ils ne se contentent pas de se plaindre. Ils proposent des analyses économiques, débattent de philosophie politique, publient de la poésie. Ils montrent que la culture n'est pas réservée aux élites. Cette dimension culturelle est importante. Les canuts ne sont pas que des bras qui tissent. Ce sont des hommes et des femmes qui lisent, qui réfléchissent, qui créent. Leur dignité vient aussi de là. Quand les bourgeois les traitent de barbares, eux répondent par des articles argumentés, des poèmes, des chansons. La chanson « Les Canuts », écrite après 1831, devient un hymne ouvrier. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. Les révoltes des canuts posent une question fondamentale. Qui crée la valeur? Les soyeux ne produisent rien de leurs mains. Ils fournissent le capital, organisent le commerce, vendent les tissus. Mais ce sont les canuts qui transforment la soie brute en ces étoffes magnifiques que toute l'Europe s'arrache. Sans leur savoir-faire, leur habileté, leurs 15 heures de travail quotidien, il n'y aurait pas d'industrie de la soie à Lyon. Pourtant, ce sont les soyeux qui fixent les prix. Ils peuvent toujours trouver un canut assez désespéré pour accepter un tarif dérisoire.
La concurrence entre ouvriers permet aux capitalistes de faire baisser les salaires indéfiniment. C'est exactement ce mécanisme que Marx décrira dans Le Capital. La plus-value, le profit, vient du travail non payé aux ouvriers. Les Canuts le comprennent d'instinct. C'est pourquoi ils réclament un tarif minimum. Ils veulent empêcher cette course vers le bas. Le mutualisme est leur réponse. Si les Canuts s'associent, s'ils mettent en commun leurs ressources, peut-être peuvent-ils se passer des soyeux. L'idée est révolutionnaire. Les travailleurs deviennent les maîtres de la production. Ils ne travaillent plus pour un patron, mais pour eux-mêmes. Cette vision influence Fourier, qui imagine des phalanstères où les travailleurs s'associent. Elle influence les Saint-Simoniens, qui rêvent d'une société organisée rationnellement au bénéfice de tous. Elle inspire les premiers socialistes qui cherchent une alternative au capitalisme. Mais l'expérience montre aussi les limites. Les Canuts ne peuvent pas vraiment s'affranchir des soyeux. Ils n'ont pas le capital pour acheter la soie brute. Ils n'ont pas les réseaux commerciaux pour vendre les tissus. Leur position dans le processus de production les rend dépendants. C'est tout le drame de l'artisan dans l'économie capitaliste. Il possède ses outils, mais pas les moyens de production dans leur ensemble. Après 1834, l'industrie de la soie change profondément. La mécanisation s'accélère. Les métiers à vapeur remplacent les métiers jacquards actionnés à la main. Ces nouvelles machines sont énormes, coûteuses. Impossible pour un artisan de les acheter. Elles nécessitent des usines. Les chefs d'atelier, qui étaient des artisans indépendants, deviennent progressivement des ouvriers d'usine. Le monde des Canuts disparaît. Cette évolution n'est pas spécifique à Lyon. Dans toute l'Europe, l'industrialisation transforme le travail. Les artisans sont remplacés par des prolétaires. La manufacture éclate en usine. Le compagnonnage s'efface devant le salariat. Les Canuts ont été parmi les premiers à résister à cette transformation. Ils se sont battus pour préserver leur mode de vie, leur autonomie, leur dignité d'artisans. Ils ont perdu. Mais leur combat n'a pas été vain. Ils ont montré que la résistance était possible. Ils ont prouvé que les ouvriers pouvaient s'organiser, tenir tête aux autorités, contrôler temporairement une ville entière. Ils ont démontré qu'une conscience de classe pouvait naître, que les intérêts communs pouvaient unir des milliers de personnes. Toutes les luttes ouvrières ultérieures s'inspireront de leur exemple. La Commune de Paris, en 1871, reprendra beaucoup d'éléments vus à Lyon. L'idée d'une ville ouvrière qui s'autogère, qui défie le pouvoir central, qui essaie de créer un ordre social différent. Thiers, devenu chef du gouvernement, réprimera la Commune avec la même férocité qu'il avait montrée contre les Canuts en 1834. Il fera tirer au canon sur Paris comme il avait fait tirer sur Lyon. Les méthodes n'auront pas changé. Longtemps, l'histoire officielle a minimisé ou ignoré les révoltes des Canuts. On préférait parler des grands hommes, des rois, des batailles entre nations. L'idée qu'une révolte d'ouvriers puisse avoir une importance historique dérangeait. Pourtant, ces événements ont marqué un tournant. Pour la première fois, une classe ouvrière consciente d'elle-même s'est affirmée sur la scène politique. Pas seulement pour demander l'aumône ou se plaindre, mais pour exiger ses droits, pour proposer une autre organisation sociale. Les Canuts n'ont pas seulement réclamé du pain, ils ont voulu changer les règles du jeu économique. Ils ont remis en cause le droit des propriétaires du capital à fixer unilatéralement les conditions du travail. Cette dimension politique explique pourquoi la répression a été si violente. Le pouvoir ne pouvait pas tolérer qu'on remette en cause les fondements de l'ordre social. Accepter un tarif minimum imposé par les travailleurs, c'était reconnaître que la propriété n'est pas absolue, que le marché ne peut pas tout réguler, que la société a le droit d'intervenir dans l'économie. C'était ouvrir la boîte de Pandore. Les Canuts ont payé cher leur audace. Des centaines de morts, des milliers d'emprisonnements, la dissolution de leurs organisations, la censure de leur presse. Mais l'idée était plantée. On ne pouvait plus faire comme si les ouvriers n'existaient pas. On ne pouvait plus ignorer la question sociale. La Croix-Rousse reste aujourd'hui un quartier emblématique de Lyon. Les immeubles avec leurs hauts plafonds sont toujours là. Les traboules, ces passages secrets que les Canuts utilisaient pour se déplacer, sont devenus une attraction touristique. Mais elles rappellent aussi une époque où il fallait pouvoir fuir rapidement les forces de l'ordre. Le mur des Canuts,
Une fresque murale gigantesque peinte en 1987 célèbre la mémoire du quartier. On y voit des scènes de la vie quotidienne, des métiers à tisser, des personnages en costumes d'époque. C'est un trompe-l'œil impressionnant qui attire des milliers de visiteurs. La ville a fini par assumer cet héritage révolutionnaire. Des rues portent le nom de canuts célèbres. Des plaques commémoratives marquent les lieux des combats. Le musée des tissus conserve les productions de l'époque. On peut y voir la qualité extraordinaire de ces soieries qui ont fait la richesse de Lyon et la misère de ceux qui les produisaient. La chanson « Les Canuts » reste connue. Elle a été reprise par de nombreux artistes. Les paroles résonnent encore. Mais votre règne finira quand votre monde périra, alors nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est un chant de lutte, un chant d'espoir aussi. L'idée que le monde actuel n'est pas éternel, qu'un autre monde est possible. Alors, les Canuts ont-ils mené la plus grande révolte ouvrière de l'histoire? C'est difficile à dire. La Commune de Paris en 1871 a été plus importante politiquement. Les grèves massives du XXe siècle ont mobilisé plus de gens. Mais les Canuts ont été les premiers à créer un journal ouvrier durable, les premiers à organiser une grève générale, les premiers à contrôler une grande ville, les premiers à formuler clairement la question sociale moderne, comment garantir que ceux qui produisent les richesses puissent vivre dignement de leur travail. Cette question reste d'actualité. Le capitalisme a changé de forme, mais le problème de fond demeure. Ceux qui créent la valeur par leur travail ne sont pas ceux qui en profitent le plus. Les mécanismes de marché peuvent conduire à une course vers le bas, où les travailleurs se font concurrence pour accepter les pires conditions. La nécessité d'une régulation collective, d'un cadre qui protège les droits des travailleurs, reste évidente. Les Canuts ont perdu leur bataille. L'industrie de la soie lyonnaise a décliné. Les métiers à bras ont disparu. La Croix-Rousse est devenue un quartier branché où les anciens ateliers sont transformés en lofts. Mais leur combat a ouvert la voie. Ils ont montré qu'il était possible de résister, de s'organiser, de lutter collectivement pour une vie meilleure. Toutes les conquêtes sociales ultérieures leur doivent quelque chose. Le droit de grève, le salaire minimum, la sécurité sociale, les conventions collectives, tout cela a été arraché par des luttes qui s'inscrivent dans la lignée de ce qu'ont commencé les Canuts. Chaque fois que des travailleurs s'organisent pour défendre leurs droits, ils perpétuent cet héritage. Il faut aussi souligner les contradictions du mouvement des Canuts. Les chefs d'atelier qui possédaient plusieurs métiers exploitaient leurs compagnons. Il y avait une hiérarchie au sein même de la classe ouvrière. Les intérêts des maîtres et ceux des compagnons n'étaient pas toujours alignés. En 1831, ce sont surtout les chefs d'atelier qui négociaient. En 1834, les compagnons se sont davantage impliqués, radicalisant le mouvement. Les femmes et les enfants travaillaient dans les ateliers mais n'avaient pas voix au chapitre. L'écho de la fabrique a certes reproduit des articles féministes, mais les organisations ouvrières restaient largement masculines. La solidarité de classe n'effaçait pas toutes les dominations. Les Canuts étaient aussi divisés politiquement. Certains restaient fidèles au roi, espérant des réformes de sa part. D'autres étaient républicains, voulant renverser la monarchie. D'autres encore s'intéressaient aux idées socialistes, rêvant d'une transformation radicale de la société. Ces divisions ont affaibli le mouvement. En 1834, l'absence d'unité stratégique a facilité la répression. Le mutualisme lui-même montrait ses limites. L'idée d'une association de producteurs était séduisante, mais comment la financer? Comment concurrencer les soyeux qui avaient le capital et les réseaux? Les Canuts ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à créer une alternative viable. La logique capitaliste était déjà trop puissante. Les révoltes des Canuts ne se sont pas produites dans un vide. Les années 1830 sont une période de fermentation révolutionnaire en Europe. En 1830, la Révolution de Juillet en France renverse Charles X. La même année, la Belgique se soulève contre les Pays-Bas et obtient son indépendance. En Pologne, une insurrection éclate contre la domination russe. En Italie, les Carbonari conspirent contre les monarchies. Partout, les peuples bougent. Les années 1840 verront une nouvelle vague révolutionnaire. 1848 sera le printemps des peuples. Révolution à Paris, Vienne, Berlin, Prague, Budapest, Rome,
Les travailleurs jouent un rôle central dans ces mouvements. À Paris, les ouvriers construisent des barricades, comme les Canuts l'avaient fait. Ils réclament la République sociale, pas seulement la République politique. Là encore, la répression sera sanglante. Les journées de juin 1848 feront plus de 3000 morts. Les Canuts s'inscrivent dans ce contexte. Ils ne sont pas un cas isolé. Partout en Europe, l'industrialisation crée une nouvelle classe ouvrière qui commence à s'organiser. En Angleterre, les Luddites avaient déjà détruit des machines dans les années 1810. Le chartisme mobilise des centaines de milliers de travailleurs dans les années 1830 à 1840. En Allemagne, la révolte des tisserands de Silésie en 1844 préfigure les révolutions de 1848. Mais les Canuts ont une spécificité. Ce sont des artisans qualifiés, éduqués, qui produisent un bien de luxe. Ils ne sont pas des prolétaires au sens strict. Cette position intermédiaire les rend particulièrement intéressants. Ils sont à la charnière entre l'ancien monde artisanal et le nouveau monde industriel. Ils résistent à la prolétarisation, essayent de préserver leur autonomie. C'est un combat perdu d'avance, mais qui révèle beaucoup sur les transformations en cours. La géographie de Lyon joue un rôle crucial. La ville est construite sur plusieurs collines, séparées par 2 fleuves. Cette topographie complique les déplacements des forces de l'ordre. Les Canuts utilisent les traboules, ces passages qui traversent les immeubles, pour circuler sans être vus. Ils connaissent chaque rue, chaque impasse. Ils peuvent construire des barricades aux points stratégiques et se replier rapidement, si nécessaire. La Croix-Rousse domine Lyon. Depuis la colline, on peut surveiller toute la ville. C'est un avantage tactique considérable. Contrôler la Croix-Rousse, c'est contrôler Lyon. C'est pourquoi les autorités construisent des forts autour de la ville après 1834. Elles veulent pouvoir bombarder la colline si nécessaire. Cette dimension militaire des révoltes est importante. Les Canuts ne manifestent pas seulement. Ils construisent des fortifications, s'emparent de casernes, organisent la défense de territoire. Ce sont de véritables insurrections, avec des combats de rue, des sièges, des batailles rangées. Les insurgés font preuve d'un sens tactique remarquable. Ils tiennent tête à l'armée pendant des jours. Cette capacité militaire vient peut-être de l'expérience napoléonienne. Beaucoup de Canuts ont fait leur service militaire. Certains ont participé aux guerres de l'Empire. Ils savent manier les armes, comprennent la stratégie. Cette formation militaire universelle des hommes a un effet inattendu. Elle donne aux insurgés les compétences pour s'opposer militairement au pouvoir. Les intellectuels socialistes étudient attentivement ce qui se passe à Lyon. Pour eux, c'est une confirmation de leur théorie. La classe ouvrière existe, elle peut s'organiser, elle peut lutter. Elle n'est pas qu'une masse passive attendant d'être guidée. Les Canuts montrent une capacité d'initiative, d'organisation, de réflexion. Louis Blanc développe ses idées sur les ateliers sociaux en s'inspirant du mutualisme lyonnais. Il imagine des associations ouvrières financées par l'État qui permettraient aux travailleurs de s'affranchir du capitalisme. Pierre-Joseph Proudhon, qui a vécu à Lyon, théorise le fédéralisme et le mutualisme à partir de ce qu'il a observé. Son livre « Qu'est-ce que la propriété ?» en 1840 pose la question. La propriété, c'est le vol. Il veut dire que les propriétaires s'approprient le fruit du travail d'autrui. Karl Marx et Friedrich Engels analysent les révoltes des Canuts dans leurs écrits. Pour eux, c'est la preuve que la lutte des classes n'est pas qu'une théorie abstraite. C'est une réalité concrète qui se joue dans les rues. Le manifeste communiste en 1848 reprendra des éléments de cette analyse. L'idée que les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne, qu'ils peuvent renverser l'ordre bourgeois, vient en partie de l'observation des Canuts. Même des penseurs conservateurs s'intéressent au phénomène. Ils cherchent des moyens de prévenir de nouvelles révoltes. Certains préconisent des réformes sociales pour apaiser les tensions. D'autres veulent renforcer la répression. Le débat sur la question sociale devient central dans la pensée politique du XIXe siècle. Les Canuts en sont un catalyseur. Au-delà des événements spectaculaires, les révoltes des Canuts marquent la fin d'un monde. Le monde artisanal, où des maîtres possédaient leurs outils et travaillaient de manière relativement autonome, cède la place au monde industriel, où des ouvriers vendent leur force de travail contre un salaire.
Cette transformation est douloureuse. Elle détruit des modes de vie, des identités, des communautés. Les Canuts incarnent cette transition. Ils ne sont plus tout à fait des artisans, pas encore complètement des prolétaires. Ils possèdent leur métier, mais dépendent des soyeux pour la matière première et les débouchés. Ils ont un savoir-faire, mais doivent accepter les conditions imposées par le marché. Cette position ambiguë les rend particulièrement sensibles aux injustices du système. Leur révolte est aussi une révolte culturelle. Ils défendent une certaine idée du travail bien fait, de la fierté professionnelle, de la dignité de l'artisan. Face à la logique capitaliste qui ne voit que des coûts à réduire et des profits à maximiser, ils affirment que le travail a une valeur intrinsèque, qu'il ne se réduit pas à un prix de marché. Cette dimension est importante. Les Canuts ne réclament pas seulement de l'argent. Ils veulent la reconnaissance de leur contribution. Ils veulent qu'on respecte leur savoir-faire. La devise « vivre en travaillant » n'est pas qu'une revendication économique, c'est une affirmation de dignité. Nous travaillons, donc nous méritons de vivre. Notre travail crée de la valeur, donc nous devons en bénéficier. Cette revendication résonne encore aujourd'hui. Combien de travailleurs se sentent méprisés, niés dans leur contribution? Combien produisent des richesses sans pouvoir en profiter? Les formes ont changé, mais le problème de fond reste. La question de la répartition de la valeur créée demeure au cœur des conflits sociaux.